Il vous faut, par exemple, au moins maîtriser le langage PHP, le langage JavaScript, le langage Java. Donc, ça, ce sont des langages vraiment, si vous les maîtrisez, si vous les comprenez. Donc, et le langage aussi Python. Python aussi, c'est bon. Donc, si vous les comprenez, au moins, ça vous permettra vraiment d'être libre. Parce que des fois, vous avez, par rapport au langage de programmation, il y a certaines actions, c'est plus facile de les faire dans d'autres langages. Il y a certaines instructions, on ne peut pas les faire avec, par exemple, PHP, alors que c'est possible de faire ça avec Java. Donc, c'est ce qui fait que. Excusez-moi, je vais ajouter les autres comme présentateurs. Ok, c'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Maintenant, tout le monde est présentateur, sinon vous n'allez pas entendre. Ok, maintenant, je disais que donc, il y a pas mal de langages. Donc, chaque langage, des fois, les langages de programmation ont leurs particularités. Par exemple, aujourd'hui, pour ceux qui veulent faire du hacking, des fois, on vous demande de vous orienter vers Python, par exemple. Vers Python, donc Python, ça permet, avec Python, c'est plus facile de faire, par exemple, du hacking. Donc, les pirates aujourd'hui, ils utilisent beaucoup ce langage. Donc, pour ceux qui veulent faire des opérations, ils peuvent utiliser le langage Java. Donc, ça dépend, excusez-moi, de ce qu'on va faire. Mais le plus souvent, les langages font le plus souvent la même chose, juste à part certaines particularités. Donc, il y a des langages qui sont créés pour seulement certains domaines. Donc, il y a des langages qui sont créés pour certains domaines. Donc, au fur et à mesure qu'on regarde, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, je vais vous expliquer ces différences-là. Maintenant, nous, notre langage ici dans notre cours, donc nous allons voir le langage JavaScript. Donc, comme je disais au début, pas toucher les diapos, sinon on risque de. Ça va nous retarder ici. Hein. Ok. Donc je disais que. On va commencer par le début. Donc, c'est quoi l'ordinateur en réalité? Parce que on ne peut pas venir vous parler d'un élément de l'informatique sans vous parler de la place de cet élément dans l'informatique. Donc, c'est quoi l'ordinateur? Donc, on vous a fait un cours d'initiation informatique. On vous a dit que l'ordinateur, c'est quoi? L'ordinateur est un élément qui est constitué de deux parties. Il y a la partie matérielle et la partie logicielle, qu'on appelle la partie software. Donc, la partie matérielle, c'est tout ce qu'on peut toucher, c'est l'ordinateur. Donc, c'est tout ce qu'on peut toucher. Maintenant, la partie logicielle, c'est la logique. Donc, si on prend, par exemple, on prend, par exemple, l'être humain. Donc, quand on a créé l'ordinateur, c'était pour que l'ordinateur puisse faire ce que l'être humain était en train de faire de manière plus rapide, les calculs, et ainsi de suite. Alors, si on crée l'ordinateur, c'est pour cela qu'on a créé l'ordinateur en se basant sur le fonctionnement de l'être humain. N'est-ce pas? Donc, l'être humain, on a dit que l'être humain, c'est quoi? Il y a l'âme, il y a aussi le corps. Donc, si l'être humain, euh, l'être humain est mort, si par exemple, il y a séparation de l'âme, il y a séparation de l'âme et du corps. Donc là, on dit que ce corps-là n'est plus utile. Donc, un ordinateur aussi est constitué de ces deux éléments. Donc, il y a l'âme de l'ordinateur, il y a le corps. Le corps, c'est la machine qui est là. Donc, un ordinateur sans la partie software, ça ne servirait à rien. C'est comme un téléphone qui ne s'allume pas. Donc, un téléphone qui n'a rien, que vous achetez comme ça, donc un tas de fer. Donc, c'est comme un tas de fer. Donc, l'ordinateur, il faut qu'il y ait la partie software. Maintenant, c'est quoi la partie software? Donc, la partie software, ce n'est rien d'autre que la logique de l'ordinateur. Donc, c'est la logique. Donc, si on prend l'être humain aussi, un être humain, donc à quoi? Il y a l'âme. Donc, il y a l'âme. Donc, si il y a séparation entre l'âme et le corps, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dit que l'être ne peut plus respirer, ne peut faire rien. Donc, juste, ça devient juste, excusez-moi. Hein. Donc, s'il y a séparation de l'âme et du corps, donc on dit que donc l'homme est mort. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre.
Parce qu'on ne peut plus l'utiliser, il peut rien faire, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui fait que on dit qu'il faut l'âme pour que le corps puisse bouger. Donc, l'ordinateur aussi est conçu d'éléments, la partie logique et la partie physique. Cette partie physique-là est conçue de plusieurs autres éléments. Donc, la partie physique peut être décomposée en plusieurs parties. Mais l'ensemble là qu'on peut toucher, on l'appelle la partie physique. Maintenant, cette partie physique aussi, quand on l'a créée, est basée sur l'être humain. Donc, tout après voir de quoi est constituée cette partie physique. Mais ce qui est important, c'est de savoir que pour que cette partie physique puisse être utilisée, il faut une logique. Une logique qui va permettre de dire que à l'instant T, c'est cette partie physique qui va entrer en action. C'est comme chez l'être humain. Donc, chez l'être humain, quand on lève la main, il y a quelque chose qui contrôle. N'est-ce pas? Donc, s'il n'y a plus l'âme, donc l'être humain ne peut rien faire, ne bouge pas. Donc, cela veut dire que c'est l'âme qui va permettre de faire bouger les éléments en réalité. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, l'âme, c'est quoi? Chez l'être humain, c'est en quelque sorte, c'est l'intelligence qui va permettre de manager, qui permet de manager tout ce corps-là. Donc, c'est l'intelligence qui permet de manager le corps, l'être humain et tout ça. N'est-ce pas? Maintenant, si on prend l'ordinateur, donc on dit que le corps, c'est quoi? C'est tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut toucher. Maintenant, ce corps-là, on a dit que c'est constitué de plusieurs éléments. Donc, il y a les éléments d'entrée, il y a les éléments de sortie. N'est-ce pas? Donc, c'est constitué d'éléments de sortie et l'unité centrale. N'est-ce pas? Donc, on a l'unité centrale qui est constituée de quoi? De périphériques. Les périphériques, on les classe sous deux types de périphériques, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Chez l'être humain aussi, il y a ça. Il y a l'unité centrale. Donc, l'unité centrale, c'est l'unité qui regroupe tous les éléments de calcul. Chez l'être humain, on a le cerveau. Dans le cerveau, on a la, comment dirais-je? On a la mémoire. On a la mémoire. On a quoi d'autre? On a l'unité de calcul. Le cerveau qui effectue des calculs. Donc, quand on réfléchit, donc tout ça, ce sont des calculs qui sont en train d'être exécutés dans notre cerveau. Donc, quand on nous donne par exemple une information, donc on stocke ça dans notre cerveau. N'est-ce pas? Donc, l'information est stockée dans notre cerveau. Donc, le cerveau parvient à stocker l'information parce qu'il y a de l'espace mémoire. Donc, sinon, les gens ne pouvaient retenir, l'être humain ne pourrait retenir rien. Donc, tout ce qu'on lui dit, donc l'être humain va oublier. Donc, il y a cette mémoire-là qui est dans le cerveau, donc que l'être humain utilise pour pouvoir retenir les choses. Donc, tout ça, ce sont des composants qui sont à l'intérieur dans le cerveau. Donc, c'est le cerveau qui regroupe ces entités. L'ordinateur aussi a son propre cerveau. Donc, l'ordinateur a ce qu'on appelle l'unité centrale. L'unité centrale, c'est lui qui va commander. Donc, c'est lui qui va, comment dirais-je, c'est l'élément central de l'ordinateur. Donc, c'est l'élément qui va commander les autres unités, donc les autres périphériques. Chez l'être humain, on a le cerveau qui commande tout, les bras. Donc, les bras peuvent être constitués comme des périphériques. Les jambes, n'est-ce pas? Donc, quelqu'un qui n'a pas de bras peut survivre. Quelqu'un qui n'a pas de jambes peut survivre. Mais quelqu'un qui n'a pas de tête, est-ce que vous avez vu quelqu'un qui n'a pas de tête et qui survit? Donc là, c'est impossible. On ne peut pas survivre sans avoir de tête parce que c'est l'élément qui contrôle les autres parties. Donc, c'est l'élément central. Chez l'ordinateur aussi, les gens, ils ont créé quelque chose comme ça. Ils se sont basés sur le fonctionnement de l'homme. C'est ça. Maintenant, on a parlé de l'unité centrale. Il y a aussi les périphériques. Les périphériques chez l'être humain, on peut dire que c'est les bras, les jambes et tout ça, l'œil, tout ça. Donc, ce sont des éléments qui permettent de faire quoi? Soit de récupérer de l'information, les faire entrer dans la tête, ou bien de faire sortir de l'information chez l'être humain. Donc, il y a des éléments qui permettent d'entrer. Par exemple, si on prend la main, quand on mange, par exemple, on utilise la main pour faire entrer du riz. Ou bien, donc là, quand on parle de riz, les tout couleurs, ils sont très contents. Ça, j'en suis sûr. Ou bien, voilà. Donc, les tout couleurs sont très contents. Donc, il y a là qui permet d'entrer de l'information. Donc, c'est tout ce qui permet d'entrer. Donc, on les appelle des périphériques d'entrée. Donc, la main peut être utilisée pour manger, par exemple, pour faire entrer des éléments à l'intérieur. La bouche aussi, c'est ça aussi. La bouche aussi peut être utilisée. Donc, la bouche peut être utilisée pour faire entrer. Ça peut être utilisé aussi pour faire sortir. Est-ce que c'est bon? On a aussi le nez qui peut être utilisé donc, pour la respiration. Donc, on fait entrer de l'air à l'intérieur de l'organisme.
Donc ça, on appelle des unités, donc on les appelle des unités d'entrée. Donc c'est tout ce qui permet d'entrer des informations, d'entrer quelque chose dans l'organisme. Maintenant, chez l'ordinateur aussi, il y a il y a ces mêmes éléments. L'ordinateur est créé pour traiter de l'information. Maintenant, cette information, comment ça doit entrer? C'est pour cela que aussi les gens ont créé des unités d'entrée. Des unités d'entrée, comme par exemple le clavier. Quand vous utilisez votre clavier, ça vous permet de saisir des données, de saisir des caractères qui sont enregistrés dans l'ordinateur. Il y a aussi des unités de sortie. Donc, les unités de sortie. Donc, par exemple, si on prend l'être humain, donc il y a des unités de sortie chez l'être humain, n'est-ce pas? C'est là où passent les urines, tout ça, ainsi de suite. Donc, c'est là où ça passe ces éléments-là. Donc, chez l'ordinateur aussi, il y a des unités de sortie. Donc, les unités de sortie chez l'ordinateur, c'est quoi? C'est l'écran, par exemple. On prend l'écran. L'écran, c'est une unité de sortie. Ça permet de faire sortir des informations. Le clavier, c'est une unité d'entrée. Donc, ça, ce sont des périphériques de l'ordinateur. On a aussi ce qu'on appelle, les haut-parleurs aussi, c'est les unités de sortie. Parce que quand on met de la musique, s'il n'y a pas d'haut-parleur, personne ne va entendre. Donc, c'est via les haut-parleurs qu'on va entendre ce qu'on est en train de faire. Le scanner, c'est une unité. Est-ce que c'est une unité de sortie? Le scanner. Qu'est-ce qu'on fait? On met un document papier et le document papier est transformé en document numérique qui est stocké dans l'ordinateur. C'est une unité d'entrée. On prend la caméra. C'est une unité d'entrée ou bien de sortie. Donc, ça permet d'entrer, de faire entrer des images. Donc, c'est le sens de l'information. Maintenant, la clé USB, est-ce que c'est une unité d'entrée ou bien une unité de sortie? Donc, c'est une unité d'entrée et de sortie. Parce qu'avec la clé, on peut récupérer des fichiers dans l'ordinateur, ordinateur vers clé. On peut aussi faire l'inverse. Donc, ça, ce sont des unités. Donc, ce sont des périphériques. Vous avez vu que l'ordinateur aussi a besoin de périphériques d'entrée-sortie pour traiter l'information. Parce qu'il faut qu'on sache où mettre les données et comment les récupérer aussi. On veut les afficher sur l'écran ou bien on veut les faire sortir via une imprimante. Si on prend une imprimante, c'est une unité de sortie. Donc, l'ordinateur a ses éléments d'entrée et de sortie, donc qui constituent ce qu'on appelle les périphériques. Chez l'être humain aussi, c'est la même chose. Donc, si on prend aussi le moulin, par exemple, donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a une unité, donc il y a quelque part où on met le mil. Parce que le moulin, ça permet de transformer ça en poudre. Donc là, si on prend le mil, on le met à l'intérieur. Donc, où est-ce qu'on doit le mettre? Donc, on doit le mettre vers, il y a une partie où on doit mettre le mil. N'est-ce pas? Il y a une partie aussi où on doit récupérer le résultat. Donc, il y a une transformation qui est effectuée à l'intérieur. Donc, il y a une unité qui va traiter ce mille-là pour avoir un résultat qui est différent de l'entrée. Si, par exemple, on devait récupérer le même mille, donc ça ne servirait à rien d'utiliser un moulin. Donc, si on utilise le moulin, c'est parce qu'on veut faire entrer quelque chose et on doit sortir. Donc, il faut prévoir par où doit passer ces quelque chose et par où on doit récupérer le résultat. Donc, c'est en fait cela. Donc, l'ordinateur aussi, c'est une unité l'ordinateur aussi, c'est un élément qui est là, qui permet de traiter de l'information. On traite de l'information, il est en mesure de traiter l'information, de stocker l'information et de le résoudre en cas de besoin. Donc, l'ordinateur nous permet de faire ça. Donc, on peut traiter une information, on peut sauvegarder l'information à l'intérieur de l'ordinateur en permanence. On peut aussi restituer l'information quand on aura besoin. Donc, c'est pour ça qu'il y a des unités d'entrée et des unités de sortie. Maintenant, il y a aussi l'unité centrale, qui est quoi? Qui est l'unité qui va faire les calculs. Donc, quand il s'agit de faire des calculs, la transformation de l'information va se faire via l'unité centrale. C'est lui qui va faire cette transformation. Donc, c'est lui qui va faire les opérations nécessaires afin de vous produire le résultat que vous désirez. Donc, quand vous voulez faire, par exemple, la somme de 5 et de 10, vous utilisez les calculatrices là. Donc, vous mettez 5 plus 10 et automatiquement, le résultat est affiché. Donc, le résultat est calculé via une unité qui est à l'intérieur de la calculatrice. L'ordinateur aussi, c'est pareil. Donc, il y a le cerveau qui calcule. Maintenant, cette logique, ce cerveau-là, l'unité centrale, a différents éléments. C'est comme le cerveau. Donc, on dit que le cerveau a une mémoire, a une unité, il y a une unité. Ces mémoires-là existent aussi dans l'unité centrale. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'unité centrale aussi est constituée de plusieurs éléments. Donc, parmi ces éléments, on a le processeur. Le processeur, c'est le cerveau en réalité.
sans mémoire. On a aussi la mémoire. La mémoire, c'est quoi la mémoire? C'est là où le cerveau va stocker temporairement les informations à traiter. C'est comme par exemple, on prend quelqu'un qui travaille dans un bureau. Vous êtes dans votre bureau, on vous demande de calculer, de faire la somme, vous devez calculer des chiffres. N'est-ce pas? Ou bien le soir, vous devez faire, vous êtes dans un magasin, le soir, on vous demande de faire comment dirais-je, la somme des produits vendus. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre produit par produit et faire leur somme. Chaque fois que vous vendez un produit, vous notez ça quelque part. Après, le soir, vous faites la somme pour dire qu'on a vendu tel montant en produit. Maintenant, là où vous écrivez, vous utilisez ce qu'on appelle en réalité une mémoire. Donc, c'est un bouillon, en quelque sorte. Donc, dans l'ordinateur, dans l'unité centrale, on a la mémoire. Une mémoire qui est conçue comme brouillon. On a aussi une autre mémoire qui n'est pas une mémoire brouillon, comme brouillon, mais qui est une mémoire en permanente. Donc ça, c'est une mémoire qui permet de stocker des informations à long terme. Il y a aussi une mémoire qui permet de stocker les informations temporairement pour l'exécution. Je prends l'exemple d'un cordonnier qui travaille. Un cordonnier qui travaille, le cordonnier, il a un espace dans lequel il travaille, il fabrique ses chaussures. Maintenant, quand il a fini de fabriquer, il va les stocker dans le magasin. Donc, c'est dans le magasin qu'il va mettre les chaussures qui sont déjà fabriquées. Mais il aura son propre espace dans lequel il va se mettre, il va se pocher et il va mettre ça, il va fabriquer les chaussures. Donc, les chaussures seront là-bas temporairement jusqu'à leur fabrication complète. Il va les transférer vers le magasin. Donc, l'endroit où il travaille, donc ça, c'est un espace qui est, c'est pas un espace permanent. Donc, ça, c'est l'espace qu'il utilise pour faire son travail, en quelque sorte. On peut appeler ça la mémoire qui est, comment dire, la mémoire, comment on appelle cette mémoire-là? La mémoire qui n'est pas temporaire. Comment on appelle cette mémoire? Vous avez fait un cours d'initiation informatique. Est-ce que c'est la mémoire ROM? Donc, c'est la RAM, en quelque sorte. Donc, il y a la mémoire principale et la mémoire secondaire. Donc, c'est dans cette mémoire que les informations sont traitées. Et après avoir traité, donc après que le code a fini de travail, il va les transférer pour les stocker, pour avoir les chaussures, les stocker dans un magasin. Comme ça, demain, s'il y a quelqu'un qui va acheter, il pourra les vendre ces chaussures-là. Les chaussures peuvent rester dans le magasin autant que possible, jusqu'à avoir un client qui les achète. Mais dans l'endroit où il fabrique les chaussures ne peuvent pas rester là-bas. Parce que sinon, si les chaussures restent là-bas, il ne pourrait pas travailler. Si par exemple, il fabrique les chaussures, il fabrique jusqu'à remplir l'endroit où l'espace dans lequel il travaille, il crée les chaussures, là, il ne pourrait plus travailler. Donc, c'est ce qui fait qu'à chaque fois, quand il finit de travailler, il les transfère dans le magasin. Ça lui permet de gagner de l'espace, d'avoir de l'espace pour travailler et fabriquer d'autres chaussures. Donc, c'est ce qui fait que le magasin a plus d'espace. Le magasin, le plus souvent, a plus d'espace. Mais l'endroit où il travaille a moins d'espace. Donc, c'est ça qui fait que chez l'ordinateur aussi, on a la même chose. On a ce qu'on appelle la mémoire principale et la mémoire secondaire. La mémoire principale, c'est ce qu'on appelle la RAM. C'est dans laquelle les informations, l'ordinateur, le processeur, c'est dans cette mémoire qu'il va faire ses calculs. C'est dans cette mémoire que les programmes qui sont chargés, les informations qui sont en cours d'exécution sur l'ordinateur sont stockées. Tout ce qui s'exécute est stocké dans la mémoire principale. Donc, je donne un exemple. Dans vos téléphones portables aujourd'hui, si vous avez un téléphone portable, par exemple, comme Android, dans le téléphone portable, vous allez voir qu'il y a toujours, on vous dit qu'il y a la RAM. Et, comment dirais-je, la mémoire du téléphone en tant que tel. Il y a la RAM et la mémoire. Là-bas, on parle de RAM. Donc ici, on vous dit des fois RAM 3 Go, mémoire téléphone c'est 8 Go. Ou RAM 1 Go, mémoire disque, stockage interne 8 Go. Donc le stockage interne, c'est la mémoire secondaire. La RAM, c'est la mémoire principale. Donc cette mémoire-là va influencer sur le fonctionnement de l'appareil. Donc plus cette mémoire-là, ce RAM est importante, plus l'appareil peut lancer en même temps plusieurs programmes. Parce que quand les programmes sont lancés, les programmes sont temporairement dans ces mémoires. Les données qui sont traitées sont temporairement dans ces mémoires. Quand vous les stockez, automatiquement, les données sont stockées en permanence dans le disque dur, la mémoire secondaire. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon jusque-là? Voilà. Maintenant, ces mémoires-là, donc, ces mémoires-là,
on est tous d'accord que est constitué, ce mémoire-là, pour ce mémoire, il y a deux parties, il y a deux catégories. Il y a la mémoire secondaire et la mémoire principale. La mémoire principale, c'est là où sont stockés les programmes en cours d'exécution. N'est-ce pas? Maintenant, il y a la mémoire secondaire, c'est là où est stocké c'est comme un magasin. Dans une boutique, excusez-moi, vous avez les produits qui sont mis sur, comment dire, qui sont exposés. Il y a d'autres qui sont dans le magasin. En quelque sorte, c'est ça. Les produits en cours de vente, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on expose, on les met, comment dire, on les met dans la boutique. Ceux qui sont, les autres, on les met dans le magasin. Donc, jusqu'à épuiser ceux qui sont dans la boutique, on va approvisionner au fur et à mesure. Donc là, ce sont les mémoires. Il y a aussi le processeur qui est l'unité de calcul. On a parlé de ça. Donc, on a la mémoire, on a le processeur. Donc, ça, ce sont des éléments vraiment clés de l'unité centrale. Donc, on a parlé aussi des périphériques. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des éléments qui constituent la partie physique. Maintenant, ces éléments-là, pour les manager, il faut la partie logique. Cette partie logique n'est constituée que d'un ensemble de programmes. Maintenant, cet ensemble de programmes, donc ces programmes-là, on les différencie. Se différencient suivant leur... Excusez-moi. Donc, ces programmes-là vont se différencier suivant leur niveau d'exécution. Donc, on a ce qu'on appelle les programmes de base. Les programmes de base, ce sont les programmes qui viennent avec un ordinateur, dont un ordinateur a besoin carrément pour pouvoir démarrer. Donc, l'ordinateur a besoin de ces programmes pour démarrer. N'est-ce pas? Maintenant, en dehors de ces programmes de base, on a aussi les programmes d'application. On les appelle les logiciels d'application. Donc, les logiciels de base, il y en a qui parlent ça, qui disent logiciel de base. Donc, le logiciel de base, je vais revenir sur l'être humain. Donc, c'est quoi le logiciel de base? Je prends par exemple un nouveau-né. Un nouveau-né, il a dans sa tête, il a des instructions. Il sait faire certaines choses. Il y a des éléments de base que le nouveau-né sait faire. Il y a une intelligence qui est, qui est chez le nouveau-né. Mais il y a d'autres intelligences qui viennent en cours d'apprentissage. N'est-ce pas? Donc, quand il vient de naître, le nouveau-né sait ce qu'il sait faire, c'est quoi? Le nouveau-né normal, il sait crier. Il sait têter. Personne ne l'apprend. Donc, ça, ce sont comment dire, des fonctionnalités. Donc, ce sont des fonctionnalités de base que le nouveau-né a besoin pour pouvoir progresser dans la vie, pour pouvoir étudier d'autres fonctionnalités. Donc, le nouveau-né, il sait pleurer, il sait crier, il sait pleurer, il sait têter. Il sait aussi respirer. Personne ne l'apprend à respirer. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités de base qui viennent avec le nouveau-né. À sa naissance, donc là, l'enfant, c'est déjà, le bébé, c'est déjà faire ça, crier, comment dire, têter, respirer. Sans ça, donc ça sera très compliqué pour que le nouveau-né puisse avancer dans la vie. Donc, quelqu'un qui naît qui ne respire pas, donc là, c'est problématique. Il ne pourrait pas continuer. On prend la respiration, par exemple. Bon. Donc, il faut qu'il sache respirer. Donc, c'est ce qui fait que, vous avez vu que c'est ce qui fait qu'en réalité, il y a une intelligence qui lui permet de faire la respiration. Parce que la respiration, c'est un processus qui est très compliqué, complexe. Qui apprend à respirer, donc là, vous le savez déjà. Ce n'est pas la peine de passer sur, de dire qu'il apprend à respirer. Donc, le nouveau-né, il sait respirer. Maintenant, en dehors de respirer, il sait aussi crier. Il sait crier. Donc, quand il a mal, il va crier. Quand il a faim, il va pleurer. Donc, c'est le nouveau-né comme ça. Donc, ça, ce sont des fonctionnalités de base. Donc, si par exemple, le nouveau-né ne savait pas crier, donc là, la maman ne saurait pas quand est-ce que le bébé a mal, quand est-ce que le bébé a faim, ainsi de suite. Donc là, ce serait compliqué pour qu'il puisse survivre. Est-ce que c'est bon? Maintenant, ça, ce sont des fonctionnalités de base, des fonctionnalités c'est que le nouveau-né sait faire. Maintenant, au fur et à mesure qu'il progresse, il y a d'autres fonctionnalités ajouter. Par exemple, vous prenez le nouveau-né, 10 ans plus tard, vous venez, vous trouvez que l'enfant sait conduire, par exemple, comment dire encore? Donc, l'enfant sait parler, par exemple. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là?
Donc, l'enfant sait parler. Pourquoi? Parce que l'enfant a appris à parler. Au fur et à mesure, l'enfant a appris. Donc, au fur et à mesure, le programme qui lui permet de parler s'installe au fur et à mesure. Il sait parler une langue, par exemple, en fonction des gens qui l'entourent. Donc, il apprend. Maintenant, vous venez aussi 2 ans plus tard, vous venez vous trouver que l'enfant sait conduire un vélo. 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, donc ici au Sénégal, peut-être que en Afrique, vous voyez quelqu'un peut-être qui a jusqu'à 30 ans et qui ne sait pas conduire peut-être euh, une voiture. Donc, peut-être que dans les autres pays, vous allez voir des gens qui ont 17 ans, ou même moi-même, qui savent déjà conduire une voiture. Donc, 10 ans plus tard, vous voyez que l'enfant sait conduire une voiture. Pourquoi? Parce que l'enfant a appris. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'apprendre à conduire une voiture? Qu'est-ce qui lui a permis d'apprendre à marcher? Parce que ce sont des fonctionnalités de base qui lui ont permis d'apprendre à marcher. N'est-ce pas? Par exemple, si l'enfant ne savait pas, par exemple, donc si l'enfant, par exemple, ne savait pas faire certaines choses comme respirer, donc il n'allait pas en arriver là. Parce que l'homme a besoin de respiration pour pouvoir fonctionner. Peut-être qu'il n'allait pas en arriver là, jusqu'à arriver à conduire une voiture, jusqu'à arriver à conduire un vélo. Donc, si on ne sait pas respirer, comment on va conduire le vélo? Il y a des choses qu'il nous faut pour pouvoir arriver à certains niveaux. Donc, c'est pour dire qu'au fur et à mesure, il progresse en apprenant. En apprenant. Maintenant, chaque fois, donc, 10 ans plus tard, quand on vient et qu'on trouve que l'enfant sait conduire le vélo, cela veut dire que le programme, la logique qui permet de conduire un vélo s'est installée dans la mémoire de l'enfant. Donc, c'est ce qui fait que si l'enfant reste, par exemple, 10 ans sans conduire, on lui redonne le vélo, il va, au fur et à mesure, il va conduire. Peut-être qu'il va oublier certaines choses, mais au fur et à mesure qu'il recommence, les choses vont revenir parce que les choses étaient stockées dans son mémoire. N'est-ce pas? Donc, c'est la mémoire qui va permettre de stocker cette intelligence. Mais il faut cette intelligence pour pouvoir conduire le vélo. Donc, si on enlève cette intelligence de conduire un vélo, l'enfant ne pourrait plus conduire un vélo. Donc, ce qui fait que des fois, on dit qu'il a oublié, ainsi de suite. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une partie, il y a ce qu'on appelle des logiciels de base, il y a une intelligence de base que l'être humain a besoin. Il y a aussi cette même intelligence de base que l'ordinateur a besoin. C'est pour cela que les logiciels, on les sépare en 2 parties. Il y a des logiciels qui sont des logiciels de base et des logiciels qui sont des logiciels d'application. Donc, les logiciels d'application, on peut si on prend l'exemple de l'enfant, par exemple, l'enfant qui sait conduire un vélo, c'est pas tout le monde qui sait conduire un vélo. Donc, les gens qui sont intéressés par le vélo, ils peuvent savoir conduire. Ils peuvent, par exemple, apprendre à conduire un vélo. Donc là, en apprenant, ils installent un programme. Les gens qui veulent conduire, par exemple, un avion, ils vont apprendre. C'est pas tout le monde qui sait conduire un avion. C'est pas tout le monde qui sait conduire un véhicule. Donc, c'est pour dire que, en fonction de ce qu'on va faire, on va ajouter d'autres intelligences, on va ajouter d'autres fonctionnalités. Donc, si on veut conduire un vélo, on va ajouter conduite de vélo. Donc, on va apprendre. En apprenant, c'est en apprenant qu'on installe ce programme-là qui nous permet de conduire le vélo. Donc, dès l'instant que vous savez conduire, que vous savez que vous pouvez conduire un vélo, cela veut dire que le programme est déjà installé dans votre cerveau. Parce que quand vous savez conduire un vélo, vous êtes là, vous devenez la même personne. Mais ce qui change, c'est quoi? C'est qu'il y a une partie de votre cerveau qui a été modifiée pour stocker la logique qui permet de conduire ce vélo. Donc, vous ne sentez pas. Mais vous restez la même personne, mais c'est dans votre cerveau que c'est installé. Donc, c'est cette intelligence qui existe dans votre cerveau. Mais si quelqu'un parvenait à vous faire oublier, vous ne saurez plus comment conduire un vélo. C'est comme une voiture. Donc, si vous restez par exemple 100 ans sans conduire une voiture, donc là, après, vous allez oublier. Donc, c'est pour dire qu'il y a cette logique. Maintenant, ces fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités que vous apprenez, des fonctionnalités qui sont, comment dirais-je, qui sont acquises au cours de la vie, on peut les considérer comme des logiciels d'application. Donc, ça dépend de ce que vous voulez faire de votre vie. Maintenant, les logiciels de base, c'est quoi? C'est le fait de savoir têter. Donc, les fonctionnalités de base. Donc, à la base, on a installé un logiciel qui vous permet de têter, crier, respirer. Donc, c'est le logiciel qui gère ces fonctionnalités-là. Et maintenant, au fur et à mesure, vous pouvez ajouter d'autres logiciels. Chez l'être humain, pour ajouter des logiciels, c'est quoi? Il faut apprendre. Chez l'ordinateur, pour ajouter des logiciels, il faut installer un programme. Est-ce que je vous fais comprendre? Jusque-là, est-ce que c'est bon?
Donc, chez l'être humain doit apprendre. Chez l'ordinateur, pour ajouter d'autres programmes, l'ordinateur, on installe des programmes. Mais à la base, il y a un logiciel de base qui n'est rien d'autre que ce qu'on appelle le système d'exploitation. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a des logiciels de base et des logiciels d'application. Les logiciels de base, ce sont les systèmes d'exploitation. C'est comme quand vous achetez un téléphone. Le téléphone s'allume. Donc, si le téléphone s'allume et vous affiche la page d'accueil, cela veut dire qu'il y a le système d'exploitation qui est là. Le système d'exploitation a la fonctionnalité bureau, par exemple, qui vous permet d'afficher un bureau avec des icônes. A la fonctionnalité de base comme quoi explorateur, qui permet d'explorer vos dossiers. Donc ça, ce sont des logiciels de base. C'est un système, c'est un grand logiciel en réalité qui est conçu de plusieurs fonctionnalités. Maintenant, si vous voulez, par exemple, faire du traitement de texte, par défaut, il n'y a pas de Word, par exemple. Vous n'avez pas Word installé dans votre ordinateur. Il faut installer un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word. Si vous voulez lire de la musique, par défaut, des fois dans le système d'exploitation, il y a des logiciels qui permettent de lire de la musique. Mais les gens sont plus à l'aise en téléchargeant, par exemple, le logiciel VST. Donc ça, c'est un logiciel qui est très puissant, gratuit, et qui peut être utilisé pour lire de la musique ou bien des vidéos. Mais il y a un logiciel par défaut. Parce que le système d'exploitation va venir avec des fonctionnalités de base. Par exemple, des logiciels dont peut-être vous aurez besoin. C'est comme quand vous achetez aussi une maison. Dans la maison, vous aurez des éléments de base. Mais c'est à vous d'ajouter d'autres fonctionnalités. Par exemple, vous avez besoin d'une piscine, vous allez demander à quelqu'un de vous installer cette piscine. Un ordinateur aussi, c'est pareil. L'ordinateur qui vient ne sait pas tout faire. Quand vous achetez un ordinateur, l'ordinateur ne sait pas tout faire. Mais c'est à vous de lui ajouter des programmes pour que l'ordinateur puisse faire d'autres éléments. Donc, c'est ce qui fait que maintenant, les logiciels de base, vous les installez suivant le domaine d'application que vous utilisez. Par exemple, si vous êtes médecin, un médecin, peut-être il a besoin d'un logiciel pour faire des, pour faire des consultations. Un logiciel qui lui permet d'enregistrer les consultations. Si vous êtes, par exemple, militaire, peut-être vous avez besoin d'un logiciel qui vous permet peut-être de lancer des drones, de piloter des drones, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui fait que les logiciels, ça dépend des domaines d'application. N'est-ce pas? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Donc, jusque-là, vous avez compris la notion de logiciel et de la notion de logiciel et de matériel. Et vous avez compris la différence entre les logiciels. Maintenant, ces logiciels-là, comment les avoir? Donc, ces logiciels-là, on a dit que si vous avez besoin de fonctionnalités, il vous faut télécharger, il vous faut installer un programme. Maintenant, le programme que vous installez vient de quelque part. Ce n'est pas un programme que vous allez, qui va tomber du ciel comme ça. Un programme, c'est un élément. Ça ne tombe pas du ciel. Maintenant, le programme, c'est quoi? Un programme, c'est un ensemble d'instructions. Un ensemble d'instructions qui sont données à l'ordinateur pour lui dire faites ceci, faites cela, faites cela. Donc, quand vous voulez dire à l'ordinateur achète-moi du texte, vous lui donnez une instruction. Maintenant, qui crée ces programmes? Qui crée ces logiciels? Donc, les gens qui créent ces logiciels, c'est ces gens-là qu'on appelle des développeurs de logiciels. C'est eux qui comprennent comment donner des ordres. Maintenant, pour donner des ordres à l'ordinateur, il faut comprendre le langage de l'ordinateur. Le langage de l'ordinateur, c'est un langage qui est très compliqué en réalité. Donc, le langage de l'ordinateur, c'est un langage machine. Donc, ce n'est que des 0 et des 1. Pour dire à l'ordinateur bonjour, on écrit des 0 et 1. Donc, c'est ce qui fait que les gens, ils ont créé ce qu'on appelle des langages de haut niveau. Les langages de haut niveau, c'est comme par exemple aujourd'hui, moi, je veux écrire une lettre en chinois. Je sais que je ne suis pas bon en chinois. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais écrire la lettre en français. Après, je vais utiliser un traducteur. Je vais donner le traducteur qui va me traduire en chinois et après, j'envoie la lettre. C'est ça qu'on appelle les langages de haut niveau. N'est-ce pas? Ce sont des langages qui sont très faciles à maîtriser parce que pour donner des ordres, si c'était des 0 et des 1, pour écrire un bonjour tout simplement, il faut écrire plusieurs 0 et plusieurs 1. Et là, ce serait très compliqué pour retenir cela. Donc, l'être humain ne peut pas retenir. Donc, les gens, ils ont créé le langage assembleur et après, le langage assembleur, il y a un autre langage qui sont les langages qu'on utilise maintenant, les langages comme JavaScript, et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les langages de programmation, donc il y a les programmes, ce sont des instructions. Les instructions sont exprimées dans des langages de programmation pour qu'elles puissent être compréhensibles, pour qu'elles puissent être exécutées par l'être humain. Comme aujourd'hui, quand vous voulez parler à un Chinois, vous voulez que le Chinois, par exemple, vous avez un Chinois qui est là, vous voulez que le Chinois, par exemple, qui entre chez vous, vous voulez le faire sortir. Donc, si vous lui dites sortez de chez moi, le Chinois ne comprend pas. C'est quoi sortir de chez moi? Vous devez lui parler en chinois. Sortez.
vous devez parler en chinois. Maintenant, si vous ne comprenez pas le chinois et qu'il y a quelqu'un, un traducteur, vous allez lui dire, vous allez lui demander de lui dire de sortir. Et là, le gars va transformer ça en chinois et va lui parler. Donc, les langages de programmation, c'est en fait ça. Donc, ce sont des langages de haut niveau qui nous permettront de dialoguer avec l'ordinateur, d'écrire des programmes, de dire à l'ordinateur que si vous voulez faire telle chose, il faut faire ça, cette logique-là, il faut suivre cette logique afin de régler ce problème. Donc, c'est ce qui fait que les logiciels, ce sont des ensembles de programmes. Un logiciel informatique, c'est un ensemble de programmes. Un programme, c'est constitué d'un ensemble d'instructions. Donc, c'est comme les programmes que vous avez. Par exemple, quand vous organisez une fête, vous avez un programme qui est bien déroulé. Donc, le programme est déroulé du début jusqu'à la fin. Donc, première, on dit par exemple, premier élément, première action. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Accueil des invités, 9h, 10h, telle chose, discours, ainsi de suite, jusqu'à la fin, clôture. Donc, en déroulant, donc le jour J, vous allez dérouler ce programme. En déroulant le programme du début jusqu'à la fin, on va dire que donc la fête s'est bien déroulée. Donc, on a exécuté l'ensemble des tâches. Donc, un programme, c'est un ensemble de tâches, un ensemble d'instructions. Maintenant, ces instructions-là, pour les donner à l'ordinateur, c'est très compliqué de comprendre le langage machine. Le langage machine est très compliqué, donc c'est pour cela qu'on utilise des langages intermédiaires, qui sont les langages de programmation. Donc, parmi ces langages, il y en a à Google. Maintenant, les gens qui vont maîtriser ces langages, ce sont les développeurs, les informaticiens qui sont développeurs. Donc, une fois qu'ils comprennent ces langages, ils vont concevoir des programmes, et ces programmes sont utilisés par qui? Par des utilisateurs. Donc, les gens qui vont télécharger les programmes ou les acheter, les installer, on les appelle des utilisateurs. Et les gens qui vont créer ces logiciels, on les appelle des développeurs. Donc, quand je parle de programme et logiciel, c'est pratiquement la même chose. Donc, quand je parle de programme, donc, sachez que je veux dire logiciel. Est-ce que c'est bon? Jusque-là, est-ce que c'est bon? Il n'y a pas de questions? Donc, je disais que donc, les langages de programmation, donc l'objectif c'est quoi? C'est de vous faire comprendre c'est quoi un langage de programmation. Les langages de programmation permettent d'écrire des programmes.
Donc, ça permet d'écrire des programmes. Donc, il y en a plusieurs langages de programmation. Il y a Java, il y a C, il y a PHP, il y a des multitudes de langages de programmation. Maintenant, ces langages se différencient de leurs particularités. Mais si vous êtes développeur, il faut au moins comprendre Java, PHP, ainsi de suite. Donc, la PHP, Python, c'est des langages qui vous seront utiles. Même si, par exemple, vous êtes développeur et que tous vos programmes, vous les créez avec le langage PHP, demain, vous aurez besoin de certaines choses qui sont plus faciles à faire avec le langage Java, ou bien qui ne sont pas possibles de faire avec PHP, par exemple. Donc, les langages se différencient des fois par rapport aux fonctionnalités que ces langages vous offrent. Par exemple, si vous avez le langage PHP, on peut afficher sur l'écran. On peut, par exemple, créer des applications web. N'est-ce pas? Donc, il y a d'autres langages qui ne nous permettent pas de créer des applications web. Aujourd'hui, avec Java, on peut utiliser J2E pour faire des applications web. Et au début, on n'avait que Java. Donc, c'est pour dire que les langages se différencient suivant l'utilisation que vous allez en faire. Est-ce que c'est bon? Donc, Java, c'est un langage de programmation. Il faut retenir cela. Okay, excusez-moi. OK. Donc, il y a quelqu'un qui demande comment on crée des logiciels. Comment peut-on développer les logiciels? Donc, les logiciels, pour les développer, il faut comprendre les langages. Parce qu'un logiciel, en quelque sorte, c'est une logique.
C'est un ensemble d'instructions. Par exemple, un logiciel qui permet de faire la somme de deux entiers. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner à l'ordinateur, il faut demander, il faut par exemple, non, je prends, donc ça c'est plus compliqué. Donc ça c'est très compliqué. Je prends par exemple le logiciel des GAP. Le GAP. Le GAP par exemple, sûrement chacun d'entre vous a eu à utiliser un GAP. N'est-ce pas? Quand vous venez, le logiciel qui est installé là-bas, on lui demande, le programmeur lui a dit, le programmeur a écrit comme instruction, afficher, bienvenue, veuillez insérer votre carte. Donc c'est ce que fait le logiciel en premier. C'est l'instruction que le logiciel exécute. Le logiciel affiche, veuillez insérer votre carte. Qui lui a dit d'afficher cela? C'est le programmeur qui a conçu le logiciel. Qui lui a dit, il faut afficher, veuillez insérer votre carte. Une fois que euh, vous insérez votre carte, le programmeur lui a dit, si l'utilisateur insère sa carte, vous lui demandez de saisir son code secret. Donc, c'est ce qui fait que vous n'allez jamais entrer dans un gap et trouver un gap qui va vous dire automatiquement saisir le code secret. Ça, c'est un gap qui ne fonctionne pas bien. Donc, c'est fait de telle sorte qu'on suit la logique. Donc, quand quelqu'un vient, on doit lui demander, vous êtes qui d'abord? Comment lui demander, vous êtes qui? Il doit insérer sa carte pour que le système puisse savoir dans quel compte il va faire le retrait. Ou bien dans quel compte il doit consulter le solde. Donc là, vous devez insérer votre carte. Donc, c'est pour cela que le système vous affiche en premier. Veuillez insérer votre carte. C'est comme si je demande à quelqu'un, vous êtes par exemple vous êtes quelque part, vous demandez à quelqu'un, veuillez lire cette phrase. Vous donnez l'ordre, l'enseignant donne l'ordre à un élève, lisez-moi cette phrase. Donc, on donne l'ordre, l'enseignant donne l'ordre à l'élève. Donc, lisez-moi cette phrase. L'objectif, c'est quoi? C'est de pousser l'élève à lire cette phrase pour que les autres puissent entendre. Donc là aussi, avec le gap, le programmeur lui a écrit, lisez-moi cette phrase. Donc, veuillez écrire, bienvenue, veuillez insérer votre carte. Le programmeur lui a dit cela. Maintenant, comment lui dire, écrivez-moi, insérez votre carte. Comment l'ordinateur doit lui dire, comment le programmeur lui dit cela. Donc ça, c'est en utilisant le langage de programmation. En utilisant un langage de programmation. Donc, le programmeur pourra lui dire, affichez-moi, veuillez insérer votre carte. Ensuite, le programmeur lui dit, une fois que l'utilisateur, le client insère sa carte, vous lui écrivez, vous lui affichez sur le gap, veuillez entrer votre code secret. Ensuite, vous lui dites, une fois qu'il entre son code secret, vous prenez le code secret, le programmeur va lui dire cela, prenez le code secret et allez le vérifier, est-ce que ce code secret est valide ou pas. Si le code secret est valide, vous allez lui afficher le menu. Maintenant, le menu, vous allez attendre qu'il choisisse soit de faire un retrait, soit de faire une consultation de solde. Donc, ça, ce sont des instructions qu'on donne à l'ordinateur, on les écrit. Donc, un programme, c'est un ensemble d'instructions écrit par un, comment dirais-je, par un développeur, suivant en utilisant l'âge avec lequel il est plus à l'aise. Donc, vous écrivez l'ensemble des instructions à suivre. Donc, quand vous écrivez un programme, c'est un ensemble d'instructions. C'est comme si vous voulez faire cuisiner du riz au poisson, alors que l'enfant ne sait que soulever, poser. Donc, vous pouvez lui demander, prenez-moi l'huile, vous pouvez lui dire, prenez-moi cette huile, l'enfant prend l'huile, versez dans la marmite, ainsi de suite. Prenez ce légume, mettez ça dans la marmite, ainsi de suite. Jusqu'à la fin, vous dictez l'enfant du début jusqu'à la fin, parce que l'enfant ne sait rien faire, à part soulever, poser. Donc, vous pouvez pousser l'enfant à cuisiner du riz au poisson. Est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est en fait ça. Donc, quand vous programmez, vous prenez que l'ordinateur ne sait rien faire. C'est pour ça qu'on dit que l'ordinateur ne sait rien faire. Tout ce que sait faire l'ordinateur, c'est l'être humain qui lui a demandé de faire. C'est comme un enfant. Tout ce que sait faire l'enfant, ce sont des adultes qui lui ont appris cela. Quand l'enfant insulte, parce qu'il a entendu les gens insulter. Il s'est insulté parce qu'il a appris. Quelqu'un ne va pas se lever un beau jour et conduire une voiture. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a appris. Qui lui a donné la logique, qui lui a dit que donc il faut prendre ça, donc il faut d'abord débrayer, ainsi de suite, et à fond sur l'embrayage, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des actions à faire. Donc vous mettez, comment dirais-je, vous allez partir comment dirais-je, vous allez appuyer à fond sur l'embrayage, ainsi de suite. Donc toute cette suite d'éléments, donc mettez
la première vitesse, ainsi de suite. Donc, vous débrayez, ainsi de suite, petit à petit, vous soulevez votre pied. Donc, tout ça, ce sont des actions. Donc, si vous l'apprenez à quelqu'un, qui sait à quelqu'un, la personne, en appliquant cela, la personne parviendra à conduire. Donc, un programme, ce sont ces instructions-là que vous donnez à l'ordinateur, vous utilisez. Et maintenant, l'ordinateur va appliquer. Ce sont des ordres. C'est pour cela que je dis que le plus bon développeur, c'est quelqu'un qui est libre et quelqu'un qui sait donner des ordres. Quelqu'un qui sait que l'ordinateur ne sait rien. Donc, tout ce qu'il veut, forcer l'ordinateur à faire, il des instructions. Il va lui dire, affichez-moi sur votre écran, Moussa. Affichez-moi sur votre écran, la somme est telle chose. Affichez-moi sur votre écran, bienvenue. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui manipule l'ordinateur comme il veut, qui manipule l'ordinateur, qui lui pousse à faire, qui lui donne des ordres. Donc, c'est ça un bon programme. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que quand vous programmez, si vous voulez faire un bon programme, il ne faut pas avoir peur de l'ordinateur. C'est votre ordinateur, vous lui donnez des ordres. Comment lui donner des ordres? C'est comme un enfant. Vous avez votre petit frère ou votre petite soeur. Donc, vous pouvez lui donner des ordres. À la boutique, va m'acheter telle chose. La personne va se déplacer. Aller au marché. Donc, va au marché et achète-moi telle chose. Donc, la personne va aller au marché. Parce que vous lui avez donné l'ordre d'aller au marché. Déplacez-vous de 3 mètres. La personne se déplace. Si c'est votre petit frère, il va se déplacer. Déplacez-vous de 2 pas à gauche, il va se déplacer. En lui demandant de se déplacer, vous savez quel est l'objectif. Mais lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire parce que lui, il sait faire que se déplacer. Donc, par exemple, je prends un exemple. Vous pouvez, par exemple, vous avez un enfant qui est tout près, par exemple, d'un qui est tout près d'un puits. Donc, l'enfant est tout près. Vous savez que si l'enfant déplace son pied, ou bien d'un trou, si l'enfant se déplace d'un seul pas, il va tomber dans le puits, dans le trou. Donc, vous lui demandez de reculer de 2 pas. L'enfant recule. Mais lui ne sait pas ce qu'il attendait. Mais vous savez qu'en lui demandant de reculer, l'objectif c'était quoi? C'était d'éviter qu'il tombe dans le trou. Parce que lui, il ne sait rien. Si vous lui dites, évitez ce trou, peut-être qu'il ne comprend pas cette phrase. Mais vous lui décomposez. Arrière, allez déplacez-vous de 2 pas à gauche, déplacez-vous de 2 pas à droite, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfant évite ce trou, le danger. Est-ce que c'est bon? C'est pour ça que programmer, ça va donner des ordres. Donc, si vous savez donner là, vous allez être vraiment un bon programmeur. Donc, vous prenez l'ordinateur comme un gamin qui sait rien. Vous lui donnez des ordres. C'est bon. Donc, ça, c'est juste une petite introduction. Maintenant, pour donner des ordres, on est tous d'accord qu'il faut un langage. Maintenant, ce langage-là, nous allons voir un des langages. Donc, avant de parler de langage, on va parler d'algorithme. Sinon, il y aura des gens qui vont dire c'est quoi un algorithme. Maintenant, ce langage-là, les langages de programmation, donc, des fois, sont un peu compliqués aussi de les retenir comme ça. Donc, avant d'écrire un programme, le plus souvent, c'est de faire quoi? D'écrire l'algorithme. C'est quoi? C'est la logique en réalité, mais qui est exprimée dans un langage familier. Par exemple, vous écrivez votre code en français, la suite d'opérations à faire, vous écrivez. Par exemple, si vous voulez conduire un véhicule, pour conduire un véhicule, vous allez dire, par exemple, faites ceci, donc embrayage à fond, vitesse première, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des ensembles d'actions, des ensembles de tâches. Mais on peut exprimer ça en anglais après. Donc si c'est pour un anglophone, on peut écrire, si vous êtes par exemple francophone, vous êtes francophone, vous voulez apprendre à quelqu'un, à un Chinois à conduire, vous pouvez écrire en français par exemple. Ensuite, vous traduisez en anglais, puis vous traduisez l'anglais là et traduit en chinois. Parce que si vous avez un traducteur anglais-chinois et que vous comprenez, vous êtes plus à l'aise en français, vous pouvez écrire les ordres en français d'abord. Et après, vous allez traduire en anglais. Une fois que vous avez fini, vous allez donner ça à l'anglais qui va traduire en chinois. C'est plusieurs interprètes. Donc, l'algorithme, c'est aussi un autre niveau. Donc, c'est un autre type, c'est une autre manière d'écrire des choses, mais dans un langage plus facile, en utilisant, par exemple, le français. Vous écrivez vous écrivez l'ensemble d'instructions. Après, vous allez prendre cet ensemble d'instructions, transformer ça dans un langage. Mais ce n'est pas encore fini. L'ordinateur ne peut pas encore exécuter les instructions. Maintenant, il faut le transformer il faut encore retransformer ce langage en fonction des types de langage.
Par exemple, si on a des langages compilés, on dit que si on a des langages qu'on appelle des langages compilés, il faut utiliser un compilateur. Maintenant, si ce n'est pas un langage compilé, donc c'est un langage interprété. Une fois que vous écrivez l'algorithme et que vous transformez l'algorithme dans un langage, automatiquement, c'est interprété par un élément, par un interpréteur, qui va automatiquement interpréter le code. Mais il y a ce qu'on appelle des langages compilés, qui ont besoin que le code soit encore compilé, transformé en autre type pour pouvoir être exécuté. Donc, c'est ça qu'on appelle des langages compilés. Donc, pour ce type de langage, il nous faut un compilateur. Quand vous développez un programme, vous avez besoin tout le temps d'un compilateur. En écrivant le code sera compilé. Maintenant, le langage JavaScript qu'on va apprendre, donc ça, ce n'est pas un langage compilé. Interprété directement. Donc, c'est un langage qui est interprété directement par le navigateur. Donc, quand vous écrivez votre programme en JavaScript, vous écrivez le programme, automatiquement, le navigateur peut l'exécuter. C'est interprété par le navigateur. Mais entre interpréter et compiler, la différence c'est quoi? C'est qu'avec interpréter, une fois que vous écrivez dans un langage, le code peut être directement exécuté. Alors que compiler, c'est quoi? Une fois que vous écrivez le code doit être compilé. Doit passer par un compilateur qui va le transformer en code exécutable par l'ordinateur. C'est ça la différence. Est-ce que c'est bon? Voilà. Maintenant, le langage que nous verrons nous, c'est le langage JavaScript. JavaScript, c'est un langage qui est interprété. Donc, nous allons voir ça dans la présentation. Il faut arrêter de toucher les diapos, sinon, des fois, moi, je ne peux pas, j'ai pas la main, je perds la main complètement. Il ne faut pas toucher les diapos. C'est pour ça que des fois, je vous mets en mode participant. Si je vous mets en mode participant, il y a des actions que vous ne pouvez pas faire. OK. Donc, le langage JavaScript. Donc, maintenant, on peut entrer on peut parler de notre langage JavaScript. Donc, vous savez vous savez maintenant d'où vient le langage JavaScript, par où les choses ont commencé. On a parlé de l'ordinateur jusqu'à arriver au niveau du langage JavaScript. Donc, au moins, là, vous savez à quoi ça sert le langage JavaScript. Okay. Donc, on dit ici que le langage JavaScript, communément appelé JS, JavaScript. JS, c'est le langage de programmation du web. Donc, c'est pour ça que je disais que les langages se différencient par rapport au domaine. Par exemple, quand vous voulez créer des applications web, une application web, donc là, une application qui est comment dirais-je? Donc, une application qui est dynamique peut utiliser le langage JavaScript. Donc, JavaScript peut être utilisé dans les applications et utilisé dans la programmation web. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Node.js. JavaScript peut être exécuté côté serveur. Là, peut-être on le verra à la fin du cours. Donc, on dit ici que la majorité des sites web modernes utilisent JavaScript. Donc, c'est utilisé le plus souvent dans les sites web. Au début, ce qui se passait, c'est quoi? On avait des sites qui étaient statiques. Statique, cela veut dire qu'une fois que le site est affiché, il n'y a pas d'éléments qui bougent, il n'y a rien qui change. Donc, rien ne change. Par exemple, si vous entrez dans Senego, vous ouvrez Senego, vous lisez, des fois, vous voyez des choses qui défilent, des choses qui changent, des fois, des données, des contenus qui changent. Au fur et à mesure, vous voyez, à un certain moment, vous avez une publicité. Lorsque vous venez quand vous chargez la page, la publicité n'était pas chargée. Mais au fur et à mesure, vous voyez, il y a des icônes, il y a de la publicité qui apparaissent. N'est-ce pas? Donc, par rapport au début, ce qu'on avait, les pages web, c'était comme des documents, comme des livres. Quand vous allez à la bibliothèque, vous avez des livres, vous ouvrez le livre ne change pas. Le contenu ne change pas. Une fois que le livre est imprimé, ça ne change pas. Ça reste le même livre. Le livre ne change pas. Le contenu devient le même contenu. Ça ne change pas. Au début, on avait des sites web. Les sites web, c'est quoi? C'est pour diffuser, c'est pour mettre de l'information. Donc, mettre de l'information en les exprimant dans le langage HTML. Donc, les rendant. Donc, ça, c'était pour la présentation de l'information. Même les journaux aujourd'hui, par exemple, si on prend par exemple les journaux là qu'on a, il y a une présentation que les gens font. Par exemple, il y a des titres qu'on écrit en gras, des titres qu'on écrit en petits caractères, ainsi de suite, en gros caractères. Donc, pourquoi? C'est pour différencier, pour montrer que ça, c'est plus important, ça, ainsi de suite. Et pour que vraiment, ce soit facile à lire. Mais si, par exemple, on prenait les journaux, tout le contenu, on l'écrit en petits caractères. Là, il y aura des gens qui ne vont même pas acheter parce qu'ils vont dire que c'est compliqué de lire.
ces journaux-là. Donc, c'est pour ça que les gens, ils vont faire de la couleur, ils mettent de la couleur, ils mettent des écritures en gras. Tout ça, c'est pour faciliter la lecture, pour que les gens puissent se retrouver facilement. Mais rien ne les empêchait de prendre tout le contenu, le texte, de regrouper ça en bloc et d'imprimer ça. Et là, les gens ne vont pas afficher. Les gens ne vont pas prendre. C'est comme par exemple quand vous cuisinez. Quand on vous prépare par exemple du riz au poisson, on pouvait prendre le riz et mélanger tout. Mais ce ne sera pas présentable. Les gens, ce ne sera pas facile à avaler. La présentation, ça a de l'importance. Maintenant, les sites qu'on avait, un site web, les sites sont exprimés. Donc, ce sont des contenus qui sont exprimés en HTML. Donc, ce sont des contenus qui sont exprimés en HTML. Le HTML, ça permet tout simplement de dire que je veux que cette partie du site, par exemple, le titre là, soit en gras. Je veux que cette partie soit en je veux que cette partie soit affichée à gauche, que cette partie soit affichée à droite. Donc, ça, c'est un langage qui est utilisé. Maintenant, au début, on avait des sites qui étaient statiques. Cela veut dire que c'est des sites qui, une fois que vous affichez le site ne change pas. Vous avez la page qui est là et qui ne change pas. C'est comme un livre. Et maintenant, les gens, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réfléchi et après, ils se sont dit que pourquoi ne pas avoir des sites dont les informations, lorsque vous ouvrez, vous pouvez avoir des informations qui peuvent changer sans actualiser la page. C'est comme Facebook, par exemple. Facebook, une fois que vous ouvrez la page Facebook, vous voyez que des fois, si vous avez des notifications, ça apparaît. Les notifications apparaissent. Donc, cela veut dire qu'il y a un programme qui tourne derrière, qui permet de récupérer les notifications. Quand quelqu'un envoie, le programme va aller récupérer et va vous afficher. Ce dynamisme-là, au début, ça n'existait pas. Donc, ça a existé avec JavaScript. JavaScript qui a permis de rendre les sites dynamiques, de telle sorte que quand on a le HTML, derrière, on peut avoir un script qui permet, par exemple, de faire défiler les choses, d'actualiser la page sans que l'utilisateur ne puisse actualiser la page, ne clique sur le bouton actualiser. Parce que quand on actualise des fois, c'est juste certaines parties qu'on va actualiser. Mais le JavaScript, par exemple, il actualise. Par exemple, si vous êtes sur Facebook, rien ne sert, si vous êtes sur Facebook, par exemple, pour afficher seulement une notification, il suffit de cliquer sur l'onglet notification. Et là, ce n'est pas toute la page qui va changer, mais c'est seulement cette partie qui va changer. La partie où se trouvent les notifications. Parce que le fait d'actualiser, si vous actualisez toute la page, donc là, la page sera encore retéléchargée. Si la page est retéléchargée, là, on va consommer en bande passante. C'est ce qui fait que le site ne devient pas économique. Aujourd'hui, on avait au début, on avait des sites qui étaient comme ça. Des sites qui étaient statiques. Une page web, un site web, c'était comme un document, un livre. Un livre qui est là. Quand vous y accédez, vous avez les mêmes informations. Maintenant, c'est dynamique parce que quand vous ouvrez une page, la page peut changer au fur et à mesure qu'on consulte. Est-ce que c'est bon? Donc, c'est ce qui fait que les gens, ils ont créé le langage JavaScript. Des fois, par exemple, vous avez besoin d'actualiser certains éléments, vous avez besoin d'afficher, par exemple, une qui va tourner, ou bien de faire des mouvements, ou bien de faire des déplacements de certains éléments. Donc, tout ça, c'est le JavaScript qui permet de dynamiser le HTML. Donc, on a ajouté le HTML. Donc, c'est pour cela qu'on vous dit ici que c'est un langage web. Donc, c'est ça. Maintenant, on vous dit ici que et tous les navigateurs web modernes sur les ordinateurs, les consoles de jeux, les tablettes et les téléphones. Donc, aujourd'hui, même avec votre tablette, le JavaScript peut s'exécuter là-bas. Donc, JavaScript fait partie des triades de technologies que tous les développeurs web doivent apprendre. HTML pour spécifier le contenu des pages web, CSS pour spécifier la présentation de la page web et JavaScript pour spécifier le comportement des pages web. Donc, la triade, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, si vous dites que vous êtes développeur et que vous ne comprenez pas c'est quoi le HTML, vous ne savez pas c'est quoi CSS, vous ne savez pas c'est quoi JavaScript, vraiment, on ne peut pas dire que vous êtes un développeur. C'est quelqu'un qui continue comme ça. Si vous parvenez à créer un site, donc là, peut-être que c'est pas change, mais vraiment, vous n'allez pas créer un bon site. Donc, ce sont des éléments vraiment à maîtriser. Le HTML, c'est un langage qui permet d'exprimer les pages. Vous écrivez les pages web en utilisant le langage HTML. C'est un langage de balise. Ces pages web peuvent être dynamiques. C'est comme un livre. Des fois, c'est comme en tout cas, le JavaScript et le HTML, c'est comme si vous avez aujourd'hui
sais pas si demain on l'aura. C'est comme un livre qui est là. Vous ouvrez un livre, par exemple, aujourd'hui, vous voyez que la page numéro 1 est colorée en bleu. 3 minutes plus tard, vous voyez que la page change de couleur, ainsi de suite. Donc, peut-être on n'a pas encore ces livres-là. Des livres qui peuvent changer d'aspect. Je n'ai pas désactivé le chat. Hein. Donc, c'est comme des livres, le JavaScript et le HTML. Donc, si je prends le HTML tout simplement, c'est comme un livre. Un livre déjà imprimé ne change pas de contenu. Maintenant, quand on a ajouté le JavaScript, c'est comme un livre. On n'en a pas encore. Bon, je ne sais pas si on en a. C'est comme un livre que vous utilisez. Par exemple, aujourd'hui, lundi, vous utilisez le livre. Lundi, on dit que lundi, la page de couverture, la page change de couleur. Mardi, vous venez, vous trouvez la page change de couleur, par exemple. Mercredi, par exemple, le jour de Saint-Valentin, vous voyez que la couverture, ça change en rouge, par exemple, rouge-noir. Donc, c'est un livre dont les composants sont dynamiques. Le contenu peut changer aussi. Vous venez, par exemple, comme couverture, au lieu de vous écrire, par exemple, livre tel, on vous écrit aujourd'hui, bonne journée, bonne bonne fête de Saint-Valentin, ainsi de suite. Donc, cela veut dire que le contenu change en fonction des événements. Donc, avec JavaScript, ça vous permet de faire des aspects comme ça, dans une page HTML. Parce qu'un site web, c'est comme un livre, ça permet de mettre du contenu, des informations électroniques. Le livre, on est là, on a le livre qui est là, donc qui ne change pas. Le site web, s'il y a du JavaScript, ça peut être dynamique. N'est-ce pas? Donc, ça permet d'animer en quelque sorte le site. OK. Donc, on dit que le JavaScript était à la base du langage côté client standardisé par le CMA. Donc, donc ça, ce sont les standards. Donc, ça, vous aurez l'occasion de lire ça. Donc, on dit que les caractéristiques globales à retenir sont, c'est un langage script, de script. C'est un langage de script, ça vous permet d'écrire des scripts. Des scripts, c'est un langage orienté objet. Donc, il y a JavaScript orienté objet. C'est un langage interprété par le navigateur. Ça, je l'ai parlé. Interprété. Donc, quand vous écrivez le code JavaScript, c'est directement interprété par le navigateur. Le navigateur peut l'intégrer et vous avez le résultat du code que vous avez écrit. Donc, il est important de préciser que JavaScript est différent du langage de programmation Java. Donc là, il y a beaucoup de gens qui confondent cela. Quand on parle de Java, ils pensent que c'est JavaScript parce que c'est le Java qui les lit. Mais c'est absolument différent. JavaScript et Java, c'est différent. Maintenant, là, on va parler des logiciels nécessaires. Donc, on va parler des logiciels qu'on a besoin pour débuter en JavaScript. Donc, on dit que JavaScript est un langage facile à mettre en œuvre. De même que pour créer une page HTML, il vous suffit d'un éditeur de texte. Donc, si vous voulez écrire, il faut un éditeur de texte. Donc, il faut un éditeur de texte qui vous permet d'écrire le code Java. Vous écrivez votre programme. Donc, on a besoin d'un éditeur de texte. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter à 45 ans. Okay. Donc, il nous faut un éditeur de texte. Donc, l'éditeur de texte, ça peut être bloc-notes. Donc, il y a d'autres logiciels aussi qui existent, comme par exemple Sublime Text, Notepad++. Donc, il y a plusieurs types d'éditeurs de texte que vous pouvez utiliser. Donc, nous allons utiliser Visual Studio. Donc, vous pouvez télécharger Visual Studio avant le prochain cours, parce qu'on aura peut-être à faire parce que dans ce cours, donc, on va faire TP et cours en même temps. Ce qui est plus important, pour comprendre ces langages, il faut vraiment pratiquer. Donc, nous allons utiliser l'éditeur Visual Studio. Donc, c'est un logiciel que vous allez installer, que vous allez utiliser pour écrire votre programme, pour écrire des programmes JavaScript. Donc, voici Visual Studio, comment ça se présente. Si vous entrez dans le site, donc, si vous entrez, donc, ça est dans le document. Vous n'avez pas le support de cours. C'est pour cela que j'écris pas. Voilà, vous lisez sur le support de cours. Maintenant, intégration dans une page web. Donc, ici, on parle de l'intégration. Donc, le code JavaScript s'insère dans une page HTML. Donc, pour cette partie, je préfère qu'on laisse ça jusqu'à la semaine prochaine. Pour le moment, donc, je vais vous demander. Oui, vous devez télécharger Visual Studio avant le prochain cours. Il faut télécharger Visual Studio.
Le lien est dans le site, dans le cours. Donc, vous téléchargez ce logiciel et vous l'installez. La semaine prochaine, on va commencer cette partie-là parce que ça, c'est une partie qui est très importante pour l'intégration dans une page HTML. Donc, on va pratiquer cette partie. Mais il vous faut télécharger Visual Studio. Vous avez fait un cours d'HTML. Non, mais je n'ai pas compris. Vous avez fait. Ça, c'est. Attendez. Vous avez fini le cours d'HTML. Vous n'avez pas fait de cours d'HTML. Vous faites le cours d'HTML. Qui vous a en HTML? Ok. Donc, ne vous inquiétez pas. Après, on va faire une petite révision en HTML avant de commencer. Donc, pour télécharger, il suffit de cliquer sur le lien. Le lien là. Il y a un lien Visual Studio, mais il faut une bonne connexion pour télécharger. Vous téléchargez le lien, le fichier sur ce lien-là. Alors, je vais vous montrer comment on télécharge rapidement. Donc, pour l'installation, on le fera après. Hein. Comme vous ne l'avez pas encore, tout le monde ne l'a pas encore. Donc, peut-être il y a d'autres qui ont des problèmes de connexion. Donc, vous allez vous partager. Ceux qui ont téléchargé, vous copiez pour les autres. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, je prends ce lien-là. Voilà, je vais vous montrer le lien. Donc, si vous allez sur Google, vous tapez Visual Studio. Patientez. Ok, donc voici le lien. Le lien en question. Vous allez sur le lien. Oui. Donc, pour télécharger, il suffit d'aller sur le site. Vous entrez le lien. Visual Studio. Et là, vous téléchargez. Donc, moi, je suis sur Mac. Donc, vous pouvez descendre. Si vous n'êtes pas, si vous êtes sur Windows, choisissez la version que vous voulez. 64 ou 32, ça dépend de la structure de votre processeur. Si vous êtes sur 32, vous téléchargez la version 32. Si vous êtes sur 64, vous pouvez télécharger la version 32 ou la version 64. Donc, la différence, c'est quoi? C'est comme si je disais qu'on a deux autoroutes. L'autoroute qui est prévue pour des véhicules de largeur 10, de largeur par exemple 2 mètres, et l'autoroute qui est prévue pour des véhicules de largeur par exemple 3 mètres. Donc, l'autoroute qui est prévue pour des véhicules de largeur 3 mètres sur cette autoroute, on peut avoir des véhicules de largeur 2 mètres qui peuvent circuler.
C'est ça, en fait, la différence entre ces deux bus, entre 64 et 32. Donc, si vous avez un ordinateur avec 64 bits, vous pouvez installer des programmes 32. Mais l'inverse n'est pas possible. Est-ce que c'est bon? OK. Donc, s'il y a des questions par rapport à ce qu'on a fait, parce qu'on va s'arrêter à 45, 40 ou 45 ans. Il n'y a pas de questions par rapport à ce qu'on a fait. Donc, pour le prochain cours, il faut télécharger Visual Studio. Que tout le monde ait Visual Studio. Pour l'installation, vous avez fait un cours d'initiation informatique. Normalement, vous n'avez pas de difficulté là-dessus. Parce que vous tous, vous avez fait un cours d'initiation informatique. OK. Donc, ça ne doit pas poser de problème. Hein. Il n'y a pas de questions par rapport à tout ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour l'enseignement des cours, vous allez le voir à la fin du cours, vous aurez instrument. Vous pourrez suivre après et regarder les points que vous n'avez pas compris. Donc, pour ce cours, on aura à faire des TP. Donc, c'est ce qui fait que vraiment, il faut installer tous les outils que je vous demande d'installer. Sinon, vous risquez, vous allez nous retarder ici. C'est les gens qui n'installent pas qui vont nous faire perdre du temps. Donc, je n'ai pas perdu du temps pour ces gens-là. Parce que sinon, l'année dernière, ce qui nous est arrivé, c'est qu'il y a l'année dernière, on a perdu beaucoup de temps à cause de ça. Il y a des gens, on nous demande d'installer, ils nous disent que non, ils n'ont pas installé. Donc, vous êtes obligé, avant de continuer, de les permettre d'installer. Donc, vous avez tout le temps, d'ici la semaine prochaine, profitez pour installer les logiciels. Si vous ne pouvez pas les installer, vous venez, on va les installer ensemble. Donc, pour Diana Bakoli, donc, vous demandez si je fais JavaScript. Non, je fais le JavaScript. Le cours d'HTML, vous avez déjà un prof, normalement, qui doit faire le cours d'HTML. Mais des fois, si je vois qu'il y a des éléments que j'aurais besoin, vous ne pouvez pas arriver à ce niveau, donc je pourrais vous expliquer. Est-ce que c'est bon? Ok, donc, si c'est bon pour tout le monde, on s'arrête là jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je vous suggère encore d'installer ce logiciel-là. Donc, la semaine prochaine, à pareille heure, 17h, 19h. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.